Bonjour, nous sommes le 7 mars et là j'invente une nouvelle formule pour mes petites vidéos. C'est un point de l'actualité à chaud en direct. Je ne vais pas vous donner d'analyse longue éventuellement sur des choses qui sont déjà passées. Je veux simplement vous mentionner des choses qui se passent en ce moment. Et donc pas d'analyse véritablement, mais des éléments qui sont là présents et qui vont avoir des conséquences dans les heures, dans les jours qui viennent. Alors c'est bien entendu aux États-Unis. Je pourrais vous parler de la Corée, puisqu'il y a un rapprochement assez inattendu entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais c'est pas ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de la démission hier soir de Monsieur Gary Cohn, qui était donc un des très proches du président Trump sur les questions d'économie. Un monsieur qui était numéro 2 chez Goldman Sachs, donc un professionnel de la finance. Il avait été fort question de sa démission, c'était à l'été de l'année dernière, au moment où il y avait eu la mort de Heather Heyer, une contre-manifestante d'une manifestation suprémaciste, et où Monsieur Trump s'était montré extrêmement gentil vis-à-vis des manifestants, disant qu'il y avait des gens des deux côtés. Et là, M. Gary Cohn avait pensé il m'avait mis sa démission dans la balance et finalement il l'avait pas fait. Mais là, hier soir, sur cette question de guerre de guerre des prix, de guerre commerciale, de droits douaniers, de tarifs douaniers qui vont être mis en place par Monsieur Trump sur l'acier et l'aluminium, 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium à l'importation. Là, Monsieur Gary Cohn a fini par jeter l'éponge, il a donné sa démission. Alors, c'est pas un événement qui passe inaperçu, il était considéré comme à la fois la dernière personne raisonnable qui restait dans le dernier carré de monsieur Trump, mais aussi comme le dernier représentant véritablement de Wall Street. Vous le savez, au départ, dans l'équipe de Trump, et ça avait été remarqué, beaucoup de gens qui étaient passés par Goldman Sachs. Alors voilà, le dernier s'en va. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui reste? Il reste des gens pour lesquels, a priori, je devrais avoir beaucoup de sympathie, parce que ce sont un peu des gens comme moi, des marginaux de la science économique. Bon, des gens qui ont eu des postes universitaires quand même, comme Monsieur Peter Navarro, qui était quand même à UC Irvine en Californie, mais qui a toujours été considéré comme un type pas sérieux. On fait des remarques sur le fait que ses articles sont pas dans des revues de haut rang et ainsi de suite. Et c'est lui le principal conseiller de Trump sur ces histoires de droits d'accise, de tarifs sur les dissuasifs sur le prix sur l'importation des métaux comme l'aluminium et l'acier. Alors, quelles conséquences de ça? Surtout que les marchés financiers vont déprimer. Vous vous souvenez de Monsieur Mitterrand qui avait finalement dû faire machine arrière et s'aligner sur le libéralisme parce que les marchés boursiers étaient contre lui et les marchés financiers dans leur ensemble. Et là, Monsieur Trump fait une expérience du même genre que Monsieur Mitterrand. Pas de parallèle par ailleurs entre les deux personnages, il faut quand même bien le souligner. Mais les marchés considèrent qu'il n'y a plus que des branquignoles aux commandes du côté sur le plan du point de vue de l'économie et de la finance, aux côtés de monsieur Trump, et donc déprime les marchés, le future sur le DJIA, l'indice Dow Jones pour la journée qui va s'ouvrir aux États-Unis tout à l'heure, il est en baisse au moment où je regardais de 1,5%. C'est beaucoup pour un futures, parce que les futures sont finalement assez conservateurs, ils n'amplifient pas les dangers vus, donc ça risque d'être en séance, ça risque d'être beaucoup plus bas. Alors vous pourrez dire c'est une grande victoire pour la gauche, puisque la gauche dans son ensemble est protectionniste, mais là c'est autre chose, c'est quand même autre chose. En novembre 2016, bon ça date quand même d'un certain moment, au moment où monsieur Trump arrive à la direction des affaires et qu'on a déjà des déclarations de monsieur Peter Navarro. Je fais un article dans Le Monde et dans l'Écho et l'Écho en Belgique. Et je dis, tous ces braves gens ont des idées sympathiques sur le protectionnisme, défendre les salaires dans nos pays, défendre les emplois surtout.
Mais c'est à partir d'une représentation du 19e siècle. Ça, c'est du Ricardo, du David Ricardo. Vous pourrez dire c'est du Karl Marx, mais alors là, on peut faire la remarque qu'avait déjà fait Keynes, que selon lui, selon Keynes, le Capital de Marx, ce sont de longs commentaires sur Adam Smith et Ricardo, et qu'il n'y a pas beaucoup de neuf. Donc, c'est-à-dire que vers 1850, 1860, dans ces années-là, en fait, Marx fait toujours des analyses qui sont des analyses qui portent en réalité, pour ce qui est de l'international, je ne parle pas évidemment du fonctionnement des entreprises, des choses de cet ordre-là, mais pour ce qui est de l'international, il fait encore des analyses comme si on était en 1810. Et c'est ça malheureusement. Il faudrait. Les idées sont généreuses, protéger les emplois, etc. Mais c'est à partir d'une représentation du monde qui n'existe plus et qu'on peut pas remettre véritablement en question de cette manière-là. Monsieur Trump, avec son truc sur l'acier, sur l'aluminium, il va protéger 200 000 emplois. 200 000 emplois, qui sont des emplois véritablement de gens qui font du fer et de l'aluminium, qui le traitent et qui en produisent, et il met en danger en parallèle 1,2 million d'emplois aux États-Unis de gens qui vont devoir travailler sur de l'acier et de l'aluminium beaucoup plus cher. Ce genre de calcul n'est pas fait. Chez Ricardo, c'était pas fait parce que bon, ça se passait pas de cette manière-là. Mais une fois qu'on fait ces calculs, il faut se rendre compte, non pas qu'il faut être contre le protectionnisme, mais qu'il faut le faire dans un cadre différent. On peut plus le faire avec des mesures telles que Marx et Ricardo les proposaient. On est dans un monde différent. Et j'espère que si vous connaissez un peu ce que j'écris sur la finance et l'économie, vous comprenez ça. On peut pas faire du Marx pur jus aujourd'hui, parce que le monde a changé. Alors il faut faire des choses comme je les propose, je dirais, c'est-à-dire une réflexion dans le même type d'esprit, dans le même type d'esprit que Marx en 1850, mais dans le contexte qui est le nôtre. On ne peut pas simplement transposer ça 150 ans plus tard. Non, on est dans un monde différent. Alors voilà. Et là, il y a aux manettes maintenant, du côté de Monsieur Trump, des gens qui sont applaudis, ils sont applaudis par le syndicat et FLCAO et quelques groupes de gauche, mais c'est de la gauche de musée préhistorique. Malheureusement, ça va pas faire l'affaire. Alors, est-ce que ça arrange les affaires de Monsieur Trump? Non, absolument pas. Là, maintenant, les marchés votent contre lui et il va découvrir les marchés boursiers véritablement contre lui. Il va voir que c'est pas facile. Alors, voilà. Et en plus, bon, ce matin, je jamais mentionné ça parce que ça me paraissait du fait divers du plus bas niveau, mais il y a cette dame Stormy Daniels qui s'appelle en réalité Clifford, si j'ai mon souvenir, qu'on avait fait taire pour 130 000 dollars sur une affaire, comme on dit, voilà, une liaison, une relation qu'elle avait eue avec monsieur Trump. Et évidemment, si cette chose apparaît en surface comme étant un moyen de faire pression sur les électeurs en cachant des nouvelles qui pourraient apparaître, ça entre tout de suite dans la catégorie de tricherie sur des élections. C'est plus les Russes, c'est d'autres choses. Et malheureusement pour Monsieur Trump, il a des casseroles comme ça, vous le savez, à l'infini. Si on ouvre la porte du placard, c'est sous une avalanche de casseroles qu'on tombe. C'est un truc de plus. La difficulté pour Trump, c'est que la presse qui le soutient d'habitude, elle va tirer tout le parti qu'elle peut de cette histoire de Madame Stormy Daniels, parce que c'est le genre d'histoire dont la presse de caniveau se régale. Des relations avec une actrice porno et des machins comme ça. Voilà. Enfin, un truc de plus pour Monsieur Trump aujourd'hui qui n'avait pas besoin de ça. Ceci dit, il faut savoir que ce monsieur s'imagine encore triomphant, que ses partisans vont aussi continuer à rigoler en pensant qu'il est en train de marquer des points. Il est en train de précipiter sa chute vers la sortie, quelle que soit la manière dont ses partisans se représentent ça. Ça ne veut pas dire que ses partisans vont pas le défendre jusqu'au bout et que dans un climat de clivage comme on a en ce moment aux États-Unis, ça peut faire du dégât parce que ça peut déboucher à la limite, et espérons, touchant du bois que c'est pas vers ça qu'on se dirige, ça peut tourner vers des climats de guerre civile parce qu'il y a deux camps qui ont des vues
absolument opposées les unes aux autres. Je reviendrai, j'en ai déjà fait des analyses, mais là, je ferai des analyses plus poussées là-dessus, dans une perspective de sciences politiques, de sociologie, comme je l'ai déjà fait, en particulier dans mon bouquin qui s'appelait la crise du capitalisme américain, où j'annonçais la crise de subprime. Bon, juste un point d'actualité, je ne vais pas faire beaucoup plus. Maintenant, je reviendrai à froid sur toutes ces questions. Allez, au revoir.